Bonjour à tous. Alors, cet épisode est un peu particulier parce qu'il a été enregistré originellement en anglais, mais comme je sais que vous parlez pas tous parfaitement anglais, je l'ai également enregistré en français avec mon ami qui est comédien Vincent Paco. Bonjour Vincent. Bonjour. Et on va se lancer tout de suite dans le podcast, mais simplement si vous voulez retrouver l'épisode en VO, donc en anglais, il est également disponible sur toutes vos plateformes de podcast. Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour, je suis Grégory Pouy et vous écoutez Vlan. Vlan, ce sont des partages d'expériences concrets, sans bullshit, pour mieux comprendre comment la société évolue. Bienvenue sur Vlan et n'hésitez pas à vous abonner. Bonjour à tous, je suis avec Mo Goddat, qui est le directeur marketing, ou plutôt le directeur business de Google X. Et alors, vous vous êtes engagé dans une mission qui consiste à rendre les gens heureux, avec une volonté d'avoir 1 milliard de personnes épanouies. Et alors c'est drôle parce que je suis un marketeur et vous êtes un marketeur et c'est un podcast Vlan qui est plutôt sociétal et on va parler de bonheur. Et le bonheur c'est parfois considéré comme l'opposé du marketing. Alors j'aimerais vraiment avoir votre point de vue là-dessus. Et aussi bien sûr sur l'impact de l'intelligence artificielle, les innovations, le smartphone. Est-ce que tout ça a un impact sur le bonheur? Pour commencer, les marketeurs sont des êtres humains. Bon alors je crois que tous ceux qui nous écoutent en ce moment veulent être heureux. Et vous savez, vouloir être heureux est un désir humain inné. Nous tous, tout ce que nous faisons, tous les succès que nous nous efforçons d'atteindre, toutes les relations que nous avons construites, toutes les choses que nous acquérons, en fin de compte, ce sont des tentatives pour trouver le bonheur. Et donc j'espère qu'à la fin de ce podcast, j'arriverai à aider tout le monde à trouver le bonheur plus facilement dans leur vie. Le marketing, je dois le dire bien sûr, dépend du message du marketeur sur le produit qui est mis en vente. Et honnêtement, la majorité des approches que nous utilisons pour commercialiser les produits, la plupart du temps dans le monde moderne, mènent à la tristesse. Et je suis désolé de vous le dire, et je m'en excuse, mais c'est la vérité. Je veux dire, l'idée de base du marketing contredit la grande promesse que j'ai citée dans mes livres pour être heureux. Donc l'idée est que si vous vous basez sur une équation pour décrire le bonheur, votre bonheur est égal à la différence entre les événements de votre vie et vos attentes selon que votre vie devrait être. Si vous observez bien chaque moment de votre vie où vous vous êtes senti malheureux, c'est à un moment où la vie ne vous donnait pas exactement ce que vous vouliez. D'accord? Voilà. Et c'est vraiment facile à comprendre. Est-ce que la pluie vous rend heureux ou malheureux? Et si vous vous demandez cela à n'importe qui, ils diront « ça dépend, n'est-ce pas ?» Cela dépend, si vous le savez, si je voulais faire un bain de soleil et me mettre sous le soleil ardent, dans ce cas, la pluie pourrait faire mon malheur. Si je voulais arroser mes plantes, la pluie pourrait me rendre heureux, pas vrai? C'est une comparaison entre l'événement en tant que tel, la pluie, et comment je veux que la vie soit. Le marketing nous fait systématiquement ressentir que ce que nous avons n'est pas assez bon, n'est-ce pas? Cela crée cette sensation constante que je devrais, que je pourrais être meilleur dans la vie si j'avais une voiture rouge au lieu d'une voiture bleue, si j'avais un iPhone 10 au lieu d'un iPhone 7, si j'avais ce que mon voisin a, et ainsi de suite. Et ainsi, cette approche constante pour essayer de faire croire aux gens que quelque chose leur manque, malheureusement, mène au malheur. Et en fait, vous faites une différence entre le succès. D'ailleurs, le marketing généralement vend le succès, du bonheur, de la joie et du plaisir. Bien sûr. Alors, quelles sont les différences? Donc, pour commencer, vous savez, quand j'essayais de définir le bonheur et essayer de trouver l'équation pour le définir, j'ai réalisé que nous avions une définition très floue du concept du bonheur. En fait, si vous regardez l'équation que je viens de décrire, les événements moins les attentes. Dans cette définition, le bonheur serait cette paix intérieure,
Ce contentement que nous ressentons en nous quand nous sommes alignés avec la vie comme elle est. Alors vous vous sentez heureux avec votre partenaire si, et vous savez quoi, vous ne pouvez jamais être avec un partenaire qui est incroyable sur tous les plans. Chaque personne aura nécessairement quelque chose qui ne vous plaît même pas, mais dans ce cas, vous regarderez votre partenaire dans son ensemble et vous vous dites « D'accord, je suis d'accord avec cette situation, je ne veux pas changer ça, j'aime être avec cette personne, avec ses bons et mauvais côtés, pas vrai ?» C'est le bonheur, c'est ce contentement paisible du « je ne veux rien changer, je suis heureux avec la vie telle qu'elle est ». Au-dessus du bonheur, étonnamment, dans cette définition, vous ne pouvez pas être plus heureux, vous pouvez uniquement être heureux plus fréquemment. Donc j'ai donné la définition d'une catégorie que j'ai appelée joie, un état dans lequel vous vous sentez heureux la plupart du temps. Je suis sûr que vous connaissez quelques personnes qui sont toujours heureuses, quelle que soit la situation. Qu'il pleuve, ils sont heureux, que le soleil brille, ils sont heureux, ou qu'il neige, elles sont heureuses. Et avec tout ce qui se passe dans leur vie, elles semblent être épanouies en surfant sur la vie, n'est-ce pas? Ce genre de personnes sont dans un état que j'appelle un état de joie. Elles ne sont pas plus heureuses, elles sont juste heureuses la pluppart du temps. En dessous de cet état, c'est l'état de malheureux. Et des états que j'appelle états d'évasion. Parlons d'abord du malheur, ok? Vous savez, l'état de malheur est le contraire de l'état de bonheur. C'est quand votre cerveau résout l'équation du bonheur, compare un événement à une attente et ensuite se rend compte que cette situation dans la vie n'est pas exactement comme il aimerait que la vie soit. Alors, qu'est-ce que votre cerveau fait alors pour vous alerter que la vie n'est pas sécurisée et qu'elle n'est pas exactement comme vous voulez qu'elle soit? Cela vous donne une émotion. Cette émotion pourrait être de l'inquiétude, ça pourrait être de la peur, ça pourrait être de la tristesse, ou voilà. Et ces émotions négatives sont ce que nous appelons malheur, n'est-ce pas? Cet état est un état temporaire qui arrive chaque fois que vous avez ce genre de pensée. D'accord? Et vous savez, d'une manière très intéressante, cet état est un état qui est en fait un mécanisme de survie. Je ne sais pas si les gens s'en rendent compte, mais le malheur est un simple mécanisme de survie du cerveau qui vous dit « change quelque chose parce que je n'aime pas le monde tel qu'il est ». D'accord? En dessous de cela, il existe un état que j'appelle un état de confusion. Ce sont les gens qui sont malheureux tout le temps. Vous savez, ces gars qui sont heureux tout le temps, s'il neige, ils vont se dire « allons skier ». S'il fait beau, ils disent « asseyons-nous au soleil ». Les personnes qui sont malheureuses tout le temps et qui sont dans l'état de confusion, s'il neige, ils diraient « il fait trop froid ». S'il faisait beau, ils diraient « il fait trop chaud », vous êtes d'accord? Ils cherchent ce qui ne va pas partout dans la vie et ils sont malheureux tout le temps. Au milieu se trouve l'illusion, la plus intéressante, créée autour du bonheur par le monde moderne. C'est un état que j'appelle un état d'évasion. C'est le plaisir. Le plaisir, ce n'est pas le bonheur. Le plaisir est une évasion où nous allons quand nous sommes incapables de trouver le bonheur. Donc, par exemple, vous traversez une semaine difficile, vous constatez que le travail va mal, que faites-vous? Vous attendez le week-end, vous allez à une fête, vous prenez quelques verres, vous vous amusez et vous dansez. Et qu'est-ce qui se passe lorsque vous faites cela? Votre cerveau cesse de penser à ces paramètres qui vous rendent malheureux. Et l'absence du malheur, avec une absence de pensée. Sans ces pensées, vous vous sentez heureux, ou plutôt, vous avez l'impression que vous vous sentez heureux. Mais le problème, c'est que quand vous vous réveillez le lendemain matin, tout va encore plus mal. Quand vous vous réveillez le lendemain matin et vous recommencez à penser aux choses qui vous rendent malheureux, et vous y revoilà. Donc c'est une définition très importante avec cette idée d'être heureux. Une autre définition intéressante est la promesse que nos parents nous ont faite, que nos enseignants nous ont dite, que le monde où nous avions grandi nous a dit, vous devez d'abord avoir du succès. Et quand vous atteignez le succès, vous espérez trouver le bonheur. Je veux dire, honnêtement, à quelle fréquence avez-vous vu cela s'accomplir? Combien y a-t-il de gens qui nagent dans la richesse, qui sont célèbres, qui ont réussi et qui sont malheureux? Mais les gens ne savent pas ça. Ils croient que... Enfin, je veux dire, il y a une forte conviction que le succès, c'est le bonheur. Alors, quand j'aurai des millions d'euros, quand j'aurai cette voiture, ou quand je serai avec cette copine ou ce copain, ou quand j'aurai peut-être... Enfin, peu importe. Alors, je serai heureux. Oui, c'est ce que je te demande. C'est tout à fait exact. Donc, dans Solve for Happy, je vais essayer de voir la vérité de deux façons. L'une à travers les statistiques et l'autre à travers une expérience personnelle réelle. Je veux que vous vous demandiez en tant qu'auditeur à quelle fréquence vous vous êtes dites « Quand j'aurai cette promotion, je serai heureux ». Quand je deviendrai le petit ami ou la petite amie de cette fille, je serai heureux.
D'accord ? Et puis, vous finissez par vous dire « Oh, je suis arrivé, mais je veux autre chose. » Je partagerai avec vous une histoire personnelle. Et s'il vous plaît, ne me jugez pas, j'étais une personne totalement différente. Mais vous savez, quand j'ai commencé à avoir du succès dans la vie, je suis allé chez BMW, le showroom, et j'ai acheté une belle BMW 520. Et à l'époque, c'était, vous savez, pour moi, un grand rêve d'avoir une BMW 520. Et sans plaisanter, alors que je sortais de chez le concessionnaire, quelqu'un est passé devant moi dans une BMW 730. Et précisément à cette seconde, j'ai levé la main pour admirer cette incroyable machine que je venais d'acheter, pour me demander par la suite quand obtiendrai-je cette série 7. Nous nous efforçons tous constamment de faire beaucoup d'efforts pour avoir plus et le succès n'arrive pas. Les statistiques le prouveront aussi. La recherche scientifique vous montrera que votre bonheur se développera le long de la croissance de votre revenu jusqu'à ce que vous atteigniez le revenu moyen du pays dans lequel vous vivez. Vraiment intéressant, non ? Si vous n'avez pas assez pour vivre, si vous n'avez pas assez pour trouver de quoi mettre sur la table, pour payer le loyer, il est difficile d'être heureux. C'est difficile. Ok ? La minute où vous atteignez le revenu moyen du pays où vous habitez, vous accédez à un plateau. Le plus d'argent que vous gagnez ne vous rend pas plus heureux. Le plus de succès que vous faites ne vous rend pas plus heureux. Vous savez, en fait, il y a des gens qui vous diront, plus vous gagnez d'argent, à partir d'un certain niveau, cela va commencer à vous rendre malheureux. Vous commencez à vous préoccuper de potentiellement pouvoir le perdre, vous commencez à être traité différemment par les gens. Vous commencez à réaliser ce qu'il en est vraiment. Et vous savez, à un certain moment de ma vie, j'avais tellement de succès et de richesse, et pourtant je me sentais misérable. Et donc, chaque fois que j'achetais quelque chose, je devenais encore plus pitoyable parce que ça ne me rendait pas heureux. Si je vais là-bas et que j'achète une voiture de luxe, je me sens heureux pendant 25 secondes, et puis dès que je commence à rouler, toutes les voitures sont les mêmes quand vous êtes concentré sur la route. C'est vrai. Et soudain, vous commencez à vous demander, oups, je viens de payer 50 ou 100 000 euros par exemple, et ça ne me fait pas plaisir, ou alors que pendant 20 secondes. Quand est-ce que cela va se terminer ? Je suis à nouveau malheureux et faire pleuvoir de l'argent sur soi, ça ne va pas vous rendre heureux du tout. Je pense que le succès est très lié à, vous divisez votre livre en illusions, angle mort, vérité, et le succès est très lié à l'une de ces illusions qui est l'ego, l'illusion de soi-même, j'imagine. Oui. Donc, l'illusion, nous pouvons en parler assez rapidement entre la pensée, l'illusion de soi et la peur, la connaissance, le temps, le contrôle et la peur. Mais ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, et vous l'avez mentionné juste avant, ce sont les angles morts. Et vous l'avez expliqué dans votre livre, ce sont les tendances cette tendance à survivre. Et donc, en tant qu'espèce, ce que nous essayons de faire, c'est de survivre, non pas d'être heureux. Et d'après ce que vous dites, nous devons donc déboguer notre cerveau. Donc, ce que je veux vous demander, c'est comment on fait ça, en fait ? Comment on fait pour débugger son cerveau ? Comment rendriez-vous votre corps plus fort ? Vous connaissez la réponse à cette question ? Tous ceux qui nous écoutent comprennent cela. Si vous accordez la priorité à votre condition physique, si vous mangez sainement et si vous vous rendez dans une salle de fitness 4 à 5 fois par semaine, vous serez en forme, n'est-ce pas ? La raison pour laquelle vous n'êtes pas en forme, si vous ne l'êtes pas, ce n'est pas parce que ce n'est pas vrai, c'est juste parce que vous ne le faites pas, ok ? De même avec le bonheur, il y a certaines pratiques que si vous pratiquez 4 à 5 fois par semaine ou si vous les apprenez et que vous investissez vraiment du temps pour cela, de vivre au regard de leurs règles, vous seriez heureux. Vous devez prioriser votre bonheur et vous devriez faire certaines choses différemment. Effectivement, la plupart des gens, et vous le savez, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui le sujet de la conversation est toujours les voitures. Mais je vais vous donner un autre exemple de voiture. Vous savez que, à une certaine époque, j'étais un grand fan de voitures et j'ai eu une merveilleuse Saab décapotable et je ne sais pas pourquoi, mais nous, les fanatiques de voitures, nous aimions les Saab. Elle était moche comme un pou, je veux dire comme la voiture la plus laide jamais créée, mais nous les aimions quand même. Et j'en avais une, j'avais cette voiture, twin turbo, décapotable, et vous savez, elle avait très peu de kilomètres et donc je l'adorais. Ma femme à l'époque l'a prise et elle a eu un accident avec. Elle est entrée directement en collision avec un camion. Oh, et elle s'en est sortie indemne ? Et elle n'a rien eu. Donc c'est vraiment intéressant. La façon dont mon cerveau a pensé à l'événement est ma voiture, ma belle voiture, celle que j'aime tant, est totalement détruite. Mais ma femme s'en est sortie. Cet événement correspond à mes attentes. Je suis heureux.
Intéressant. Et puis j'ai commencé à me demander, et si elle avait garé la voiture sur le côté, qu'elle était entrée dans un magasin pour acheter une bouteille d'eau, d'accord ? Et puis, tandis qu'elle était à l'intérieur du magasin, un camion aurait percuté la voiture et la voiture aurait été détruite. L'événement aurait été exactement le même. Vous savez, la voiture s'est crashée, ma femme est en vie, mais quelle aurait été ma réaction ? Je me serais senti hyper mal, je me serais dit, mais qu'est-ce que ce conducteur peut être con ? Pourquoi l'a-t-elle garé ici ? J'ai adoré cette voiture et je viens de la perdre. L'événement est le même, mais la manière dont nous l'envisageons est ce qui nous rend heureux ou malheureux. Maintenant, si vous y réfléchissez bien, vous réalisez que chaque moment de votre vie où vous vous êtes senti malheureux n'était pas seulement le résultat de ce que la vie vous a donné, mais plutôt votre manière de réagir à ce que la vie vous a donné. Okay? La raison pour laquelle nous sommes si malheureux dans ce monde où la qualité de vie est bien meilleure, où notre espérance de vie est tellement meilleure, où nous disposons de tous ces luxes dans cette vie moderne, c'est pas parce que la vie n'est pas douce avec nous, mais parce que nous pensons à la vie de la mauvaise façon. Nous regardons la vie à travers le prisme de l'illusion et nous pensons que nos pensées sont vraies, mais en réalité, elles ne sont pas du tout, mais aussi à travers ces fonctions de notre cerveau qui sont construites de telle manière à nous montrer les choses pires qu'elles ne le sont vraiment. Donc, votre cerveau n'est pas conçu pour vous rendre heureux. Que les choses soient claires. Votre cerveau est conçu pour vous permettre de survivre. C'est un mécanisme de survie. Donc, si un tigre apparaît, vous savez, rappelez-vous les années des hommes des cavernes. Si un tigre apparaît, même si c'est un bel animal, tout en muscles, avec un beau pelage, votre cerveau ne vous dira jamais « Oh, wow, regardez comme ce tigre est magnifique ». Okay? Votre cerveau a un seul intérêt et vous dira toujours « On va mourir, fuyons ». Et pour cela, il y a ces fonctions de votre cerveau qui vont filtrer la beauté de l'animal. Donc, il va se concentrer uniquement sur les dents. Il y a des fonctions dans votre cerveau qui supposeront qu'ils vont filtrer la beauté de cet animal et se concentrer sur les dents. Il y a des fonctions dans votre cerveau qui vont assumer que cet animal est en colère et veut vous tuer. Il y a des fonctions dans votre cerveau qui vont exagérer le danger afin de vous faire fuir, n'est-ce pas ? Donc ces 7 caractéristiques, comme je les appelle 7 angles morts, sont construits de telle manière, dans notre cerveau, des caractéristiques qui rendent la vie plus mauvaise qu'elle ne l'est en réalité. D'accord ? Je donne toujours un exemple qui peut vous paraître ridicule, mais qui ne l'est pas du tout. Et la prochaine fois que vous vous retrouverez coincé sous la pluie en vous plaignant qu'il pleuve souvent à Paris, rappelez-vous qu'il pleut des bombes en Syrie. D'accord ? Si vous voulez la vérité totale afin de voir à quel point votre vie est mauvaise, il faut regarder l'intégralité de la vérité. Et l'ensemble de la vérité est que la pluie est bien meilleure que les bombes. Cela aurait pu être bien pire, mais nous n'y pensons pas de cette façon. Nos cerveaux sont juste conçus pour dire, par rapport à un jour ensoleillé, la pluie est mauvaise. D'accord ? Et ces caractéristiques nous rendent malheureux, et moi je dis, inutilement malheureux. La plupart du temps, nous n'avons absolument aucune raison d'être malheureux. C'est juste la façon dont nous voyons la vie et la façon dont nous la traitons à travers ces angles morts. Donc, ces angles morts, ces fils dont vous avez parlé un petit peu. Donc, nous voyons le mauvais côté au lieu des bonnes choses ? Nous filtrons. Donc, il y a 7 angles morts. Et le premier est le filtrage. Et le filtrage est ce que vous voyez réellement, une toute petite partie de la vérité. En réalité, si vous regardez la pièce autour de vous, là, maintenant, et si vous prenez juste un moment pour vous concentrer sur tous les détails que vous avez manqués, vous réaliserez que ce que vous saisissez dans la pièce où vous êtes assis était beaucoup moins que ce que vous avez réellement filtré. La raison pour laquelle nous filtrons est parce que nos cerveaux ont une capacité limitée, même si nous pensons qu'ils sont extraordinaires. Ils ne peuvent pas traiter toutes les informations qui leur sont données. Donc, ils doivent filtrer certaines informations pour pouvoir traiter le reste. Okay ? Et qu'est-ce qu'ils filtrent ? Ils filtrent les bonnes nouvelles. Ils gardent simplement les mauvaises nouvelles parce que ce sont les mauvais éléments importants sur lesquels ils peuvent agir. Si on veut rester en vie. Oui, exactement. Ils peuvent agir pour nous faire survivre. Ensuite, vous savez, si ce n'est pas assez, la deuxième caractéristique, c'est la suggestion. Donc après avoir filtré 99% de la vérité, ils disent « Ah, mais ce n'est pas suffisant pour prendre une décision. Donc j'ai besoin de compléter l'image afin que je puisse prendre une décision. » Alors, ils supposent des choses. Ils supposent des choses qui ne sont pas vraies du tout. Vous savez, il se peut que votre
votre copain rentre du travail le vendredi, se sent stressé par sa journée de travail, alors vous vous dites « Bonsoir, je t'aime ». S'il ne répond pas correctement et vous commencez à tout supposer, vous vous diriez « Il ne m'aime plus, peut-être qu'il était avec une autre femme, il me trompe ». Vous vous inventez un million d'histoires parce que votre cerveau vous dit « Hey, quelque chose ne va pas là, faudra y remédier ». Et rien de tout cela n'est vraiment nécessaire jusqu'à ce que nous ayons la preuve. Ensuite, le cerveau fait la plus grande supposition de tout ce qui est de prédire l'avenir. Le cerveau est incroyable quand il s'agit d'inventer des histoires comme s'il était un oracle lui-même. Il connaît le futur juste comme ça. Votre patron va vous virer. Comment le sauriez-vous alors que tout ce que vous savez vraiment, par exemple, c'est que votre patron vous a dit que vous devez vous améliorer vos compétences, que votre patron ne semble pas apprécier votre travail, ou quelque chose de ce type-là, car c'est la réalité. Mais l'hypothèse de votre cerveau est vraiment différente. Oh, au fait, il va vous virer. Ce qui est totalement faux. Et le plus souvent, il s'agit d'une mauvaise histoire très négative. D'une certaine manière, nous avons une capacité de prévoir les jours de cafard, tous les jours de votre vie, alors qu'en fait, en réalité, ces scénarios ne se réalisent jamais. Ensuite, ils regardent le passé, ce qui est vraiment intéressant. Ainsi, la plupart des points de référence de votre cerveau proviennent du passé et d'une expérience qui a eu lieu 7 jours auparavant. Même si, d'ailleurs, il ne sait pas exactement comment c'est arrivé, il pense que cela s'est produit d'une certaine manière et il l'utilise comme référence pour comparer les événements et nous dit « Si ça n'a pas marché la semaine dernière, ça va encore échouer aujourd'hui. » Ou « Si ça a échoué la semaine dernière, c'est parce que je suis un raté. » Et les fonctionnalités ne s'arrêtent pas là. Je pense que ma préférée de toutes est l'exagération. L'étiquetage, par exemple, est intéressant. L'étiquetage était mon plus gros angle mort, personnellement. En tant que cadre, j'avais très peu de temps pour prendre des décisions. Je devais tout étiqueter. C'est un idiot, c'est une bonne personne, c'est un bon marketeur, elle va faire du super boulot, il va faire un travail bâclé. Et j'étiquetais tout. Je jugeais tout afin de prendre des décisions rapides. Vous voyez ? Mais quand nous étiquetons, nous perdons le contexte, par exemple. Je me souviens parfaitement bien de l'un de mes directeurs de pays, quand j'étais chez Google, m'a donné un très mauvais plan d'affaires. Vous voyez ? Et donc, je l'ai fait sortir de mon bureau et je lui ai dit « Je suis désolé, ça ne fonctionne pas. Il me semble que vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. Pouvez-vous, s'il vous plaît, prendre un peu de recul et recommencer ce travail ?» La fois suivante, où il est venu me voir, je l'avais déjà étiqueté dans mon cerveau en me disant « Ce type ne sait pas ce qu'il fait. » Vous voyez ? Donc, quand il s'est assis pour me parler de son plan d'affaires, j'étais dédaigneux et je ne voulais pas écouter. Et littéralement, je vais vous le dire, 6 minutes après sa représentation, je lui ai dit « Je suis vraiment désolé, pourriez-vous, s'il vous plaît, me laisser un peu de temps, je vais sortir 1 minute et revenir parce que je ne fais pas le bon choix maintenant. » Ok ? Et je suis vraiment sorti, j'ai dit à mon cerveau, regarde le contenu qu'il présente et suppose que tu n'as jamais rencontré cet homme auparavant. Et c'était le meilleur plan d'affaires qui m'a été présenté au cours de ma carrière chez Google. Quand j'ai enlevé l'étiquette, j'ai vu cette vérité. Et puis, il y a l'exagération. Je rigole toujours en repensant au scénario où, vous savez, la femme qui va voir son mari et lui dit « Ta fille a été malade tout l'hiver. » À vrai dire, elle a attrapé la grippe 2 fois. Ce n'est absolument pas tout l'hiver. Mais pour une mère, vous voyez, pour une mère, c'est un signal alarmant qui nécessite une action immédiate. Et donc, pour cela, elle exagère, le cerveau exagère, et lui dit « Non, si je vous dis que c'était seulement 6 jours dans l'année, vous n'auriez pas la bonne réaction. Je dois te dire tout l'hiver de sorte que tu paniques et agisses rapidement. » Il y a un angle mort de plus, mais je ne me souviens plus duquel. L'émotion. L'émotion. Oh mon Dieu, c'est la plus grande de toutes. Les émotions sont une partie très intéressante de notre cerveau qui explique comment nous décidons d'agir. Vous savez, il y a une grande différence entre penser logiquement et dire « Oh, il y a un tigre là, à peu près 4 mètres à gauche, je devrais peut-être aller vers la droite. » Et il y a une émotion de panique. L'émotion inonde nos systèmes de produits chimiques, d'accord ? Que ce soit l'adrénaline, que ce soit l'ocytocine, que ce soit autre chose. Et ce genre d'émotion fait vraiment de nous des super-humains. Ils nous font tomber amoureux irrationnellement, ils nous font fuir comme des fous, ils nous font sauter d'un seul bond pour trancher la gorge du tigre. Okay ? Et ainsi, votre cerveau utilise ces émotions pour survivre.
Mais c'est quand les émotions deviennent incontrôlables que vraiment nous passons à côté de la vérité. Okay? Et en fait, la plupart des gens, parce que Solve for Happy est un livre très logique, vous voyez, les gens me demandent, donc ne devrions-nous pas reconnaître nos émotions? En fait, je traite ce sujet de manière très claire. J'ai même un chapitre intitulé « L'amour est tout ce dont vous avez besoin ». D'accord ? Mais l'idée est de reconnaître vos émotions. C'est très différent de reconnaître et d'accepter des émotions irrationnelles. Ainsi, les émotions sont des déclencheurs et vous mènent à l'action après avoir reconnu l'émotion, voire même en l'embrassant tout entière. Quelle action prendriez-vous pour réussir et être heureux en même temps? Wow. C'était une longue conversation. Non, mais c'était génial. Je veux dire, c'est supposé être 20 minutes, mais je sais pas trop où nous en sommes maintenant, mais bon, bien au-dessus. Mais bon. Mais de toute façon, je suis toujours intéressé, donc peu importe. Donc vous avez parlé des 5 vérités, je suppose. Ce sont les réponses aux 7 angles morts. Et d'une certaine manière, ce sont les éléments pour débloquer votre cerveau, c'est ça? Oui, donc vous savez, dans la toute dernière phrase de Solve for Happy, j'ai dit « Trouver la vérité, c'est là qu'est le bonheur ». Vraiment, la plupart du temps, les raisons de notre déprime, je veux dire, bien sûr, certains d'entre nous traversent des moments très difficiles. Nous perdons un enfant, ou vous savez, nous sommes malades. Mais c'est, vous savez, pour la plupart d'entre nous, dans notre vie de tous les jours, vous savez, les soucis avec le boss, ou un peu d'embouteillage, ou vous savez, des problèmes relationnels, ce ne sont pas de vraies raisons pour ne pas être heureux. Maintenant, rechercher la vérité est une façon très intéressante de traverser la vie. Je vais vous donner un exemple. Le changement est réel. Le changement est en fait une vérité de la vie. En fait, si vous regardez les lois les plus basiques de la physique, l'entropie est ce qui gère notre univers. L'entropie n'est rien d'autre que la tendance de l'univers à se décomposer, à s'effondrer. Okay? Maintenant, du point de vue de la théorie du chaos, c'est une équation mathématique très simple, mais c'est la vérité absolue. Okay? Alors, si vous comprenez cela, le changement ne vous dérange plus. Je veux dire, je vais donner un exemple simple en expliquant que tout le monde qui nous écoute aujourd'hui comprend que si on approche le pôle Nord et le pôle Sud de 2 aimants l'un en face de l'autre, ils vont s'attirer. N'est-ce pas? Cela vous a déjà-t-il contrarié? Je veux dire, avez-vous déjà regardé cela et vous avez dit « Ah, la vie est tellement injuste ». Mais si votre doigt se trouve coincé entre les aimants et que ça vous fait mal, vous n'allez pas dire « La vie est injuste pour moi, je vais m'asseoir et me plaindre pendant une semaine ». Vous allez juste dire « Et vous savez, les pôles d'aimants qui se trouvent face à face s'attirent. C'est une loi de physique universelle. » Voilà. Et donc, quand vous trouvez la vérité et que vous vous dites la vérité, les choses changeront. Au travail, mon patron changera, ou mon travail peut changer, mon partenaire peut vieillir, ou trouver quelque chose qui va générer un changement dans leur vie. Mais le changement est la vérité. Si vous le reconnaissez, cela ne vous perturbera plus. Vous le gérerez comme vous gérez le fait que les pôles opposés des aimants qui s'attirent. Vous vous dites, c'est quelque chose que j'accepte, je devrais être préparé à cela. Je devrais y réagir et je devrais le prendre en considération et aller de l'avant. J'ai défini 5 vérités. Mais bien sûr, vous savez que l'une des illusions dont je parle est celle des illusions de la connaissance. En fait, je ne sais pas ce qu'est la vérité et je dis très ouvertement que ce sont mes 5 vérités. Vos 5 vérités seront différentes. Peut-être, mais ce que j'aime bien, c'est celle sur l'amour. Parce que, comme vous l'avez dit, je veux dire, beaucoup de gens, et surtout, vous avez parlé des femmes qui ne s'aiment pas telles qu'elles sont, qui n'aiment pas spécialement leur corps, et vous avez différencié l'amour de la gratitude, mais de l'amour de soi et l'amabilité envers les autres. Et je pense qu'être aimable avec les autres est très connecté avec le bonheur, non? Absolument. Donc, ce serait très intéressant d'approfondir ce sujet. Enfin, peut-être pas sur l'ensemble de ces vérités. Bon, en résumé, les 5 vérités sont maintenant est vrai, la connaissance, le changement, dont vous avez parlé également, l'amour et la mort comme une vérité, parce que nous allons tous mourir. Mais je suis vraiment très intéressé pour creuser ce sujet, même si nous sommes totalement sortis de ces 20 minutes, c'est juste un podcast après tout. On peut sortir du cadre, c'est pas très grave. J'aimerais que l'on parle de l'amour. Donc, le chapitre sur l'amour était, comme je l'appelle moi-même, mon chapitre non scientifique, parce que là-dedans, il y avait très peu de science et de recherches faites sur le thème de l'amour. En fait, j'ai fait des recherches très très avancées pour mon futur livre sur le sujet de l'amour.
Et c'est vraiment très rare de trouver des recherches sur ce sujet. Je différencie très clairement l'amour que l'on voit au cinéma, celui parlé par la musique, par l'industrie du disque et le vrai amour. Le véritable amour est un amour inconditionnel. Et la différence entre eux, c'est que l'amour conditionnel est vraiment le résultat d'une équation. Vous voyez, vous m'aidez à répandre mon message de bonheur à travers la France, et pour cela, je vous aime, ce qui signifie fondamentalement que si vous arrêtez de le faire, je cesserai de vous aimer. Et vraiment, c'est sur cela qu'est basé le monde matériel dans lequel nous vivons. Vous savez, j'aime mon partenaire si elle est jolie, et si elle n'est pas jolie, je ne l'aimerai pas. J'aime cette personne parce qu'elle me fait rire, sinon j'arrête, d'accord ? Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'amour matériel. C'est l'amour conditionnel. Le véritable amour est l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel est tout simplement « je t'aime », c'est tout. Vous savez, vous pouvez être gentil avec moi aujourd'hui et moins gentil demain, et encore agréable après-demain. Je peux être en désaccord avec vous sur la manière de le faire, mais je vous aime quand même, ok ? Et ça, c'est une compréhension à côté de laquelle nous sommes totalement passés dans le monde matérialiste moderne. Maintenant, la beauté de cet amour inconditionnel et que vous en ressentez la joie en le donnant et non en le prenant. En fait, une chose à aimer, c'est une forme d'ego. Je n'ai pas eu le temps de parler de l'illusion de l'ego, mais vraiment, c'est, vous voyez, le genre, je suis digne d'être aimé. C'est la reconnaissance de mon identité. Ce n'est pas l'amour non plus. Le véritable amour est « j'aime les papillons ». C'est une vérité. Quoi qu'ils fassent, où qu'ils soient, s'ils viennent vers moi, s'ils ne viennent pas vers moi, et s'ils sont beaux ou simplement d'un grippal, j'adore les papillons. Je les aime tout simplement. C'est comme ça. Ok, j'aime mon fils, qu'il soit vivant ou mort, qu'il soit, vous voyez, qu'il soit gentil avec moi ou pas, il est toujours gentil selon moi, d'accord ? Mais ce concept d'amour inconditionnel est vraiment quelque chose. C'est la seule émotion qui n'est pas générée dans une forme de pensée. Vous voyez ? Et en conséquence, c'est la seule émotion qui maintiendra toujours votre équation de bonheur exacte, parce qu'il ne s'agit pas d'une pensée. Maintenant, le plus grand, je dis toujours que la deuxième plus grande raison de la tristesse dans le monde moderne d'aujourd'hui, c'est l'ego. Les marketeurs, s'il vous plaît, écoutez bien cela. Et en fait, je pense vraiment que nous devrions parler de marketing positif et de marketing qui est bénéfique. Pas de marketing qui sert uniquement à gagner, mais nous en reparlerons plus tard. La principale raison de la tristesse dans le monde moderne d'aujourd'hui, il s'agit d'un manque d'amour-propre. Combien sommes-nous cruels envers nous-mêmes ? Comment le monde moderne nous a convaincus que nous devons nous conformer à une certaine image, à une certaine performance, à un certain niveau de réussite, à un certain... Vous voyez, tant de choses. C'est comme si la forme de votre corps est tout ce qui importait et le nombre de likes que vous obtenez sur Facebook était très important, que nous nous torturons constamment en nous disant « je ne suis pas assez bon, je ne suis pas assez bon, je ne suis pas assez bon ». Vous n'êtes plus que assez bon. Et d'ailleurs, vous êtes tout ce que vous serez toujours. Même si vous voyez, vous torturez pour le restant de votre vie, c'est vous. Aimez-vous. Vous voyez, demandez-vous la prochaine fois que vous êtes dur avec vous-même et la prochaine fois que votre cerveau dit « je vous hais ». Demandez-vous si vous traiteriez un ami de la même façon. Voire même si vous traiteriez un ennemi de cette manière. Nous nous traitons beaucoup plus mal que nous traitons autrui. Gardez ce cap et quelque chose d'incroyable va vous arriver soudainement. Si vous vous aimez inconditionnellement, le reste du monde vous aimera inconditionnellement. Et puis, si vous vous aimez inconditionnellement, vous allez aimer le reste du monde, ok ? Et quand vous faites cela, vous commencez à faire la seule chose qui est la plus évidente pour guérir du malheur. C'est donner, rendre les autres heureux, ce qui est le cœur même de ma mission, rendre 1 milliard de personnes heureuses. Cette mission de 1 milliard de personnes heureuses ne comporte vraiment que 3 simples étapes. Je tends la main, vous voyez, je quitte Google, je ne sais pas si nous en avons parlé ou non, mais je quitte Google pour concentrer le reste de ma vie, le reste de mes ressources, mes contacts, tout ce que j'ai appris dans les dernières années de ma vie, pour répandre le message de bonheur à 1 milliard de personnes, d'accord ? Ce message nécessite seulement 3 étapes très simples. L'étape numéro 1 consiste à se rebeller contre le monde moderne et de dire « je n'accepte plus cela, je veux être heureux ».
Okay. Ce que je veux, ce n'est pas un autre iPhone, parce que honnêtement 10 n'est pas beaucoup mieux que 8. Et je ne veux pas un autre téléphone Android juste pour que les gens sachent que je ne suis pas biaisé. Je ne veux pas avoir du succès, je ne veux pas être perçu comme célèbre, je ne veux pas de toutes les promesses qu'ils m'ont faites. Je veux être heureux d'abord. Ensuite, nous verrons le reste, vous voyez ? Si vous voulez être heureux, l'étape numéro 2, c'est de prioriser votre bonheur. Combien d'entre nous se présentent à une salle de fitness 5 fois par semaine pour prendre soin de notre corps ? Prenez rendez-vous avec le bonheur, faites du sport 5 fois par semaine, visionnez une vidéo, écoutez un podcast, discutez avec un ami, lisez un livre ou passez simplement du temps avec des gens qui vous rendent heureux. Okay ? Si vous faites ce travail, vous avez vraiment plus de chances d'être heureux. Et puis la troisième, qui est vraiment la base, c'est de trouver la compassion dans votre cœur, afin de diffuser ce message dans le monde pour dire aux autres ce que vous avez appris. Dire aux autres, voir votre intention de transformer votre vie en une vie plus heureuse. Si vous faites cela et que vous dites à 2 personnes, qui le diront à 2 personnes, qui le diront à 2 personnes, je vous le garantis, il s'agit de la conception même de la courbe exponentielle et le message atteindra toute la France dans 2 ans et demi. D'accord ? Si l'on part avec 10 000 personnes qui écoutent ce podcast et que l'on demande à chacune d'elles de dire à 2 personnes qui nous transmettront à 2 personnes, dans 2,5 ans, toute la France recevra le message. Ok, donc si nous faisons cela et que nous continuons dans 5 ans, nous aurons 1 milliard de personnes plus heureuses sur la planète. Vous imaginez à quel point la vie sera différente ? La vie serait fabuleuse. Ce serait incroyable. C'est de cela dont il s'agit. Et alors, j'ai une dernière question. Je ne vous ai pas préparé pour ça, donc vous pouvez réfléchir, mais je suppose que vous êtes prêt à la réponse. Ce podcast s'appelle Vlan, qui est une onomatopée qui signifie claquer la porte, de manière littérale. Donc, je voudrais savoir à quoi vous claquerez la porte, ou à qui vous claquerez la porte aujourd'hui. Je voudrais claquer la porte aux mensonges du monde moderne. Je me rebelle. Je vous le dis directement. Je vais vous dire, je n'ai regardé aucun film violent au cours de ces derniers 11 années. Okay? Je pense qu'il est temps que nous disions non. Et je le demande à tous. Nous regardons des films où quelqu'un braque un pistolet sur la tête d'un autre et appuie sur la gâchette. Et cela nous fait ni chaud ni froid. Comment c'est possible ? Comment pouvons-nous être d'accord avec cela ? En fait, c'est certain, nous avons été conditionnés à accepter cela. Nous avons été conditionnés à ce que nous puissions avoir de la violence, de la haine, de la cupidité, de la compétitivité dans le système de valeurs de notre vie. Et puis, nous nous demandons quand un gars qui est manipulé par une organisation terroriste ou un groupe religieux extrémiste ou autre apparaît et nous tue. Nous disons à tout le monde que la violence est une chose normale. Et les plus faibles d'entre nous, les plus stupides, les plus désespérés d'entre nous y croient. À vrai dire, pensez-vous pouvoir changer cela ? Non ? Je vous le dirai. Vous n'avez pas le pouvoir d'aller à Hollywood aujourd'hui et de dire « arrêtez de faire ça », n'est-ce pas ? Mais vous pouvez arrêter d'en regarder. Et si vous arrêtez de les regarder, et si j'arrête de les regarder, Hollywood va produire plus de comédies. C'est un devoir que nous avons en chacun de nous. Je me suis rebellé il y a longtemps et je demande en fait au monde entier d'arrêter de faire cela. Dites à chaque fournisseur à qui vous donnez votre argent que ce que vous voulez, c'est être heureux. Je ne veux pas d'un téléphone plus sophistiqué que je puisse utiliser pour me mettre en avant devant mes amis. Je veux un téléphone qui respecte ma vie privée et me donne un moyen plus organisé de gérer les flux d'informations et qui me dit combien de fois je cède à l'appel stupide de liker de la nourriture sur Facebook. Un téléphone qui rend ma vie plus heureuse. Si vous dites cela, que je dis cela et que nous demandons tous cela, le prochain téléphone qui s'en suivra nous aidera à accéder à votre bonheur. Et si nous disons nous ne voulons pas de violence, le prochain film que nous verrons sortir, ce sera la comédie. Si nous disons nous n'en voulons plus du tout, le temps des nouvelles horribles où ils me montrent des clichés d'images de la violence du monde, les prochains reportages seront plus objectif. D'accord ? Cela dépend de vous et de moi. Notre vie nous appartient. Nous vivons dans un monde où, quand la foule s'unit, cela a donné le printemps arabe. Quand la foule s'est unie, il y a aussi eu l'élection de Donald Trump. Le pouvoir est entièrement entre les mains de la masse. Et vous êtes l'un d'entre eux. Vous êtes autant un leader
tout comme le président de la France, en ce qui concerne votre propre vie, d'accord? Vous devez être le président de votre propre vie. Je ne vais pas continuer à vivre avec les impostures du monde moderne. Et si je fais cela, j'aurai la compassion en moi et le dire à 4 personnes autour de moi, ces gens que j'aime vraiment, ma sœur, mon frère, ma fille, ou n'importe qui d'autre. Et puis je vais le dire à mes amis proches, et si je le dis à tout mon département de travail, peut-être que ce message continuera à se propager. Cela atteint ma compagnie et mon pays, mais chacun de nous a besoin de se lancer, c'est tout. Voilà, je claque la porte au nez des impostures du monde moderne. Waouh, c'était génial, Mo. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.